Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 3. Maître de maison. La maison de société, c'est le couronnement d'une carrière. C'est le rêve que les hommes du milieu forment dans leur jeunesse et réalisent parfois dans leur âge mûr. Les journalistes nous parlent des milieux financiers, des milieux bourgeois et mondains, mais les clients des petits bars interlopes du faubourg Saint-Martin, pour définir leur classe, disent avec une orgueilleuse simplicité le milieu, et ils s'intitulent les hommes, les affranchis. Les lois pourtant les asservissent. Ils peuvent se faire un nom, décrocher comme une couronne le titre de terreur, exercer dans leur domaine une sorte de royauté. Ils payent chacune de leurs prouesses de quelques mois ou de quelques années de prison. Et un jour, pour employer une des expressions les plus pittoresques de leur argot, ils se mouillent les pieds. C'est-à-dire que les tribunaux les condamnent à vivre en qualité de relégués, à la Guyane ou dans les îles de la Nouvelle-Calédonie. Combien de fois, dans les petits bars qu'ils fréquentent, j'ai vu passer des listes de souscription. C'est pour assister Jojo qui est dans le bing, faut trouver un sac pour payer l'avocat. Sa femme a donné 5 livres. Nous, on donnera le reste. Ou bien, entre l'appareil à sous et le phonographe, un très bourgeois avis d'obsèques, bordé de noir, était collé au moyen de 4 pains à cacheter sur la petite glace. Demain, on enterre le grand Marcel qui s'est fait buter par Lucien. Rendez-vous à la morgue à 11h. Tu donnes 40 ronds pour la couronne ? Noneuil, qui avait déjà perdu un œil dans une bagarre, se perça l'autre sauvagement avec une écharde de bois devant les juges qui l'avaient condamné à la relégation. Tordu par la souffrance, il criait encore « Vous ne m'aurez pas, je ne me mouillerai pas les pieds !» L'administration pénitentiaire jugea en effet inutile de déporter un inoffensif aveugle. Noneuil eut le droit à un autre surnom. On l'appela Polo les yeux crevés. Au bras d'un ami, il se promène encore sur le boulevard de Clichy. « Où c'est-il qu'on est, mon pote ?»« Nous voilà à Pigalle. »« Pigalle, c'est là que j'ai buté Dédé. C'était le bon temps. » Un jour, j'abordai l'aveugle. Il me reconnut au son de ma voix. « C'est toi, mon petit pote ? Tu m'as toujours donné des bons conseils, toi. Mais je les ai pas suivis. J'ai voulu briller et me v'là dans la nuit. Si je t'avais écouté, j'aurais des sous à gauche. Je serais peut-être un homme rangé, un bon taulier de province. » D'autres, vieillis, sans prestige, doivent céder la place à leur cadet et se voir réduits à la pire des déchéances, le travail. À 35 ans, Charlot la musique dut se résigner à reprendre le métier que lui avaient donné ses parents. Il endossa la cotte bleue du charpentier, et son patron, le premier jour, lui confia la surveillance d'un échafaudage, faubourg Saint-Martin, en face du célèbre Cyrano. Le soir, je rencontrai Charlot la musique, qui me dit, le rouge de la honte au front, « Ils m'ont tous vu, je suis déshonoré. » J'eus bien du mal à l'empêcher de se jeter en scène. Mais quelques-uns des plus adroits, plus rusés ou plus forts, réussissent à s'évader du milieu et achètent une maison. Leur transformation est complète. Assagis, ils dépouillent la défroque romantique, font peau neuve, deviennent de paisibles commerçants. Tel patron, qui, dans son ardente jeunesse, exécrait les agents de la force publique, salue bien bas le commissaire de police et n'éprouve aucune répugnance à lui fournir tous les renseignements et toutes les indications susceptibles de faciliter la tâche. Qu'ils aient jadis encouru des condamnations pour délits de droit commun, ce sont là des vétilles dont les autorités municipales ou préfectorales ne se soucient guère. C'est à leurs femmes qu'on demande d'exhiber un extrait du casier judiciaire, de date récente et d'une blancheur d'hermine, et aussi, je n'invente rien, un certificat de bonne vie et bonne mœurs. Et puis les bienfaisantes lois d'amnistie furent nombreuses au cours de ces dernières années. Elles ont redonné une précieuse virginité à des milliers de jeunes hommes avec tâches. Dans leurs nouvelles fonctions, les affranchis peuvent donc oublier leur passé. Respectueux des règlements et de la vertu municipale, ils considèrent avec mépris leurs anciens compagnons. « Le milieu, qu'est-ce que t'as à me parler du milieu ?» disait un patron du Mans à un jeune voyou. « Moi je ne le connais pas le milieu, je suis un commerçant. » La maison de société, œuvre de relèvement et de régénération, voilà un beau sujet de thèse, digne d'exciter le zèle des champions de la morale. Mais les maîtres de maison ne se recrutent pas exclusivement dans le milieu. J'ai suffisamment étudié leur faune pour les diviser en 3 catégories. D'abord, les fils de famille. On dirait, en politique, les fils d'archevêques. Ceux-là ont eu le bonheur d'être nourris dans le sérail. Leurs parents tenaient une maison et l'administraient avec une prudente sagesse pour la leur transmettre en cadeau de mariage. Ainsi, certains fiefs électoraux dans les grandes familles parlementaires passent du père au fils, de l'oncle au neveu. Voici ensuite le gros contingent formé par les hommes du milieu qu'on pourrait eux-mêmes subdiviser en 2 classes. Les sédentaires qui n'ont jamais quitté la France et les hommes du voyage qui ont parcouru le monde avec des équipes de prostituées, amassant dans de lointains pays le pécule qui leur a permis de s'établir à leur retour. Ces aventuriers, ces explorateurs de l'amour, nous les retrouverons dans un prochain chapitre.
Enfin, dans la troisième catégorie, je rangerai les hommes de vocation. Ils ne semblaient pas destinés à devenir des maîtres de maison. Ils étaient marchands de bestiaux, bouchers, teinturiers ou maîtres maçons. Tous leurs efforts étaient consacrés à un négoce uniforme et sans gloire. Mais la grâce les a touchés. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vendu leur boutique ou leur portefeuille de courtier, et c'est avec l'orgueil et la foi des néophytes qu'ils sont rentrés dans la carrière. Sur le vif, j'ai silhouetté dans chacune de ces catégories un maître de maison. La vocation de M. Armand. M. Armand n'a pas, comme beaucoup de ses collègues, un visage gras d'impérator romain. Il dédaigne les lourdes bagues, les chaînes de montres semblables à des menottes. Et pourtant, ce petit homme rabougri, jaune et mal rasé, semblable au clerc famélique d'un huissier de province, exerce, dans une belle maison pleine de glace et de parfums de la rue Papillon, le lucratif métier de M. Philibert. Il exploitait une petite teinturerie aux abords de la gare de l'Est. Sa femme, Madame Denise, recevait les clients au magasin, et lui, dans une cour vitrée, trempait les étoffes dans des baquets remplis d'eau colorée. Il était paisible et doux. De sa main bariolée comme un arc-en-ciel, il donnait à manger à une colombe. Pour augmenter ses revenus, il avait prêté à gros intérêts une assez forte somme à la directrice d'une maison d'illusion. L'honnête matrone vint le trouver un jour. « Je suis ruiné. Voulez-vous acheter ma maison? Vous l'aurez pour un morceau de pain. » Monsieur Armand consulta sa femme. « Qu'en penses-tu, Bobonne? Mon ami, c'est un commerce comme un autre, mais seras-tu à la hauteur de ta tâche? J'ai déjà conçu des projets grandioses, mais toi-même sauras-tu t'adapter à tes nouvelles fonctions? J'ai l'habitude de recevoir des clients. Ils me trouvent aimable et prétendent que je ressemble à une actrice célèbre. Et puis, j'ai déjà un salon. J'en aurai 4. Voilà tout. » Et c'est ainsi que M. Armand et son épouse légitime, Madame Denise, entrèrent à 40 ans sonnés dans la corporation. À l'aube, M. Armand est déjà levé. Il va faire ses provisions aux halles, marchande les côtelettes, les merlans, les violettes et les roses. Il emplit un grand panier de victuailles, un autre de fleurs. Rentré à la maison, il appelle la cuisinière et honnêtement lui donne un sou du franc. Vous couperez ces beefsteaks en 2 et vous les ferez cuire pour le dîner. Comme toujours, moitié d'eau dans le vin. Elles boivent bien assez entre les repas. Puis, aidé d'une petite bonne, il astique les glaces, les parquets, les pianos, dispose les fleurs dans les vases. Il fait songer à ce gardien du temple d'Isis qui parait les autels avec un soin pieux, mais ne participait jamais à la célébration des mystères. À 10 heures, M. Armand reçoit son courtier de publicité. Entrevue épique. Le courtier boit un verre de Porto. M. Armand, par mesure d'économie, se contente d'un doigt de champagne oublié au fond d'une bouteille. « Je ne dors plus », gémit-il. « Le patron du Chabanais fait distribuer aux guides, aux interprètes et aux portiers des grands hôtels des cartes de visite splendides, timbrées aux armes de la Turquie, croissant d'or, étoiles rouges. Il faut trouver mieux. » Une annonce en 3 langues sur les rideaux des grands music-halls ? Oui, mais je veux aussi une carte avec un nom flamboyant. Le palais d'Haroun al-Rachid. Quel est cet Haroun ? Calife abbasside de Bagdad. Les 1000 et une nuits furent composées sous son règne. Mais il pourrait m'intenter un procès pour usurpation de nom. En vain, monsieur le courtier tente d'expliquer que le célèbre calife est mort depuis belle lurette. Mais et les héritiers ? Répond monsieur Armand. Enfin, une autre enseigne, les délices de Bagdad, est agréée. Mais pour la couleur locale, ordonne monsieur Armand, vous ajouterez Beauty Girls. Monsieur Armand transforme sa maison. Il veut avoir la plus belle salle de danse de Paris, avec un vitrail lumineux et des colonnes roses. Les murs seront incrustés de cabochons irisés. Je les ai fait venir de Bohême par avion, dit-il avec orgueil. Le matin, il surveille ses ouvriers, met lui-même la main à l'ouvrage. Il rectifie à grands coups de crayon les plans de l'architecte. La scène un peu plus haute, pour qu'on voit bien toutes les beautés de mes danseuses. Dans cette encoignure, une petite loge grillée. Ce sera le coin de messieurs et messieurs les secrétaires d'ambassade. Parfois, madame tourne la manivelle d'un projecteur et monsieur sautille, vieux faune chétif, dans une gerbe de lumière rose ou bleue. Et il s'enthousiasme. « C'est superbe, je ferai payer 100 francs d'entrée. » Mais l'entrepreneur de plâtrerie lui donne bien du tracas. « Vous avez la prétention d'enduire mes colonnes avec ce stuc d'un rose de pommade ? Où vous croyez-vous donc, monsieur ? Ici on donne des spectacles d'art. Je vous ferai du stuc rouge. » « Rouge ? Mais de mieux en mieux, ce sera le bal de barrière. Eh bien, sachez, monsieur, que je me passerai de vos services si vous n'obtenez pas une nuance intermédiaire entre le rose velouté de la pêche et le rose pâle de la fleur de pêcher. » Et sur le seuil de la porte, il crie encore à l'entrepreneur. « Vous m'avez bien compris ? La pêche et la fleur de pêcher. » Monsieur Armand ne ferme sa maison qu'une fois l'an. Des individus ivres pourraient faire du scandale et chanter la Marseillaise dans mes salons. Aussi ce jour-là, je donne congé à mes petites dames et je vais me promener à la campagne. Le 14 juillet 1924, M. Armand visita un château historique restauré par Viollet-le-Duc. Il bâillait devant les sculptures de Jean Goujon, mais dans la salle des tortures, il frétilla. « Admirable !» disait-il à sa femme. « Ces crocs, ces fouets, ces grilles. J'ai une idée, cher ami. Il faut que nous ayons, nous aussi, notre chambre de torture. C'est très à la mode.
Nous doublerons notre chiffre d'affaires et nous étendrons notre clientèle au Parlement. » Il fit venir un architecte, eut avec lui de mystérieuses conférences. L'homme de l'art lui soumit des croquis, que M. Armand repoussa dédaigneusement. « Je veux, déclara-t-il, une reconstruction exacte. Vous utiliserez les plans de Monsieur Viollet-le-Duc. » M. Armand a payé sa maison 100 000 francs. Ses rivaux eux-mêmes affirment qu'elle vaut aujourd'hui plus d'1 million. Il n'a rien changé à ses habitudes. Il fait toujours son marché, et les commères des Halles ne se doutent point que ce petit homme, coiffé d'une calotte graisseuse, est un illusionniste de l'amour. Elle l'appelle le sacristain. Tonio, homme du voyage. À 17 ans, Antonio le Corse, Tonio comme disent ses intimes, quitta l'île parfumée. Sur les quais de Marseille, il traîna ses espadrilles et se fit bientôt d'utiles relations. Au bout de quelques mois, il pouvait acheter des bottines rouges, une cravate aux teintes éclatantes et une casquette à la dernière mode. Le soir, dans les petits bars étincelants, il pérorait, et, comme il avait de la faconde, on l'écoutait avec plaisir. Coco l'Algérien le prit sous sa protection, devint son mentor, et lui enseigna le métier d'homme. Quand Tonio fut libéré du service militaire, sa renommée grandit. À Montpellier, à Toulouse, à Aix-en-Provence, il fonda des comptoirs, à la manière des antiques Phéniciens. Modeste comptoir, il est vrai, une femme dans chaque rue chaude. Tous les mois, il faisait sa tournée, comme un collecteur d'impôts. Sortant de la rue d'Alsace, de la rue de la Fonderie, de la rue des Grottes ou de la rue du Canal, il se promenait, heureux et fier, dans ces belles cités indolentes, déjà embaumées par les parfums d'Espagne et d'Italie, aux rues bordées de palais déserts qu'effleure un vol de pigeons. Un gros cigare à la bouche, il passait sous les portiques mordorés, où Pomone, nonchalamment, laisse couler d'une double corne des fruits, des feuillages et des fleurs. Il apprit ainsi la vertu suprême de la paresse. Mais de retour à Marseille, l'air marin le tonifiait, l'exaltait. Parmi les foules bariolées que les navires dégorgent sur les quais, il reniflait les effluves tropicaux des épices et rêvait de lointains pays à conquérir. Coco l'Algérien l'encourageait aux aventures. « Tu iras loin, petit », lui disait-il. Cette prophétie se réalisa. Tonio entreprit de longs voyages. À Buenos Aires, à Rio de Janeiro, à Santa Fe, à La Havane, il fut un des plus ardents propagandistes de la civilisation française. 3 femmes admirablement dressées escortaient ce missionnaire laïque. « Pierre qui roule n'amasse pas mousse », dit la sagesse des nations. Mais chaque proverbe enferme dans sa formule l'erreur et la vérité. Si Tonio, dans les tripots brésiliens, perdit presque toutes les recettes de ses femmes, du moins quand il rentra en France, il put avec ses économies acheter une maison à Calais, rue des 5 Boulets. Il s'unit en légitime mariage avec la plus jeune des 3 voyageuses, et dit aux autres « Si vous voulez, vous resterez avec nous, comme pensionnaires. » La guerre éclata. Tonio fut réformé par des majors complaisants, et les Anglais firent sa fortune. Reconnaissons toutefois qu'il ne s'enrichit pas avec autant de facilité qu'un mercanti ou un fabricant de munitions. Pour la première fois de sa vie, il travailla durement. Tous les soirs, il inscrivait les noms de ses 15 pensionnaires sur une large feuille de papier blanc, s'embusquait derrière une tenture, et chaque fois qu'une fille montait, il traçait une croix en face du nom. À minuit, la feuille de comptabilité avait pris l'aspect funèbre d'un cimetière en miniature. Tonio, alors, dénombrait les croix et sifflait sa femme. « Dis-moi, ma bonne, Carmen, ce soir, n'a pas de cœur à l'ouvrage. Elle est en retard de 5 passes sur les autres. Tu vas la prévenir que si à 3 heures du matin, il n'a pas rattrapé le peloton de tête, elle pourra faire ses paquets. » Madame transmettait à Carmen les ordres de son mari et la fille, menacée d'expulsion, se ruait à la besogne. Elle s'accrochait aux hommes, les enfiévrait de chaudes promesses, et, 15 fois en 3 heures, montait l'escalier qui conduit aux chambres. Tonio traçait des croix, et quand le dernier client était parti, il tapotait d'une main affectueuse les joues de Carmen. Lasse, mais rassurée. « Bonne fille, Carmen, un peu molle parfois. Du crin, ma fille, du crin. » Il vendit sa maison 3 fois plus cher qu'il ne l'avait achetée. La veille de son départ, il réunit ses 15 pensionnaires dans le grand salon et leur adressa ce petit discours. « Je vous quitte. Dès que j'aurai tourné les talons, vous direz « Tonio, c'est une vache », et vous aurez raison. Mais vous ne pourrez pas dire « Tonio, c'est un imbécile », car je vous ai pris plus d'argent qu'à tous mes clients, mes mignonnes. Vous faisiez de jolies recettes chez moi, mais je vous comptais 50 francs de frais par jour, et je vous nourrissais si mal qu'à chaque repas, vous demandiez un plat de supplément. Alors vous étiez obligé de casquer 15 francs pour une aile de pigeon, 10 francs pour un œuf à la coque. Et chaque jour, je vous faisais payer 3 ou 4 tournées. Je vous ai tout pris, voilà comme je suis, moi. Les filles murmuraient. Mais Tonio, silence, j'ai encore une chose à vous dire. Je vais acheter une des plus belles tôles de Paris. Eh bien, toutes vous viendriez supplier Tonio la vache de vous prendre chez lui. Il y en a peut-être 2 ou 3 que j'accepterai, les plus belles. Les autres, je leur répondrai que les catènes de province ne sont pas dignes des salons parisiens. Au revoir, mes mignonnes. Tonio la vache s'en va avec votre pèse et vous salue. Il acheta, comme il l'avait dit, une des plus belles maisons closes de Paris. Aujourd'hui, il fréquente les grands bars et les cercles. Il a 2 autos, une villa à la Varenne.
Chaque soir, il vient retrouver ses collègues dans un grand café des boulevards. Et, comme jadis, dans les petits bars de Marseille, il pérore. Mais il a renoncé aux cravates de couleur violente. Il s'habille comme un bourgeois cossu. Et ce petit Corse bedonnant ressemblerait à un débonnaire marchand du sentier. N'était sa mâchoire redoutable et son œil de sanglier traqué. « Les affaires, dit-il, ça roule. Mon usine est en plein rendement. J'ai 35 pupilles, ma femme est contente, je lui passe toutes ses fantaisies. Tiens, je viens de lui acheter un mobilier. Et vous savez, vous autres, un mobilier ancien. Du Louis XVI ? Non, le Louis XVI ne fait pas assez riche. Mesquin, le Louis XVI. J'ai voulu de l'Empire. D'abord, je suis Corse, et les Corses aiment Napoléon. Alors j'ai été chez l'antiquaire et je lui ai dit « Je m'explique, je veux un salon Empire, un vrai Empire, 3 chambres Empire, vestibule Empire, tout Empire, quoi. » Il m'a dit « J'ai tout cela à votre disposition, ce sera 200 000 francs. » J'ai répondu « Banco ». Tonio prend une gorgée de vermouth et reprend après avoir essuyé de sa grasse main épiscopale sa petite moustache rude. L'antiquaire m'a fait voir des meubles. Je lui ai demandé « Les oiseaux qui sont perchés là-dessus ?»« Les aigles, monsieur ?» qui me répond. « Oui, les aigles. Faudra me les enlever et me les remplacer par des coqs. » Il n'a pas branché. « Monsieur » qui m'a fait. « Je veux bien, mais ce sera 15 000 francs de plus. » Banco ! 15 jours après, ma femme recevait son mobilier. Quand elle a vu les coqs, elle a pleuré de joie. Vous comprenez pas, vous autres ? Je m'explique. Ma femme est une demoiselle Lecoq. J'ai mis son blason sur tous les meubles, comme ça se faisait autrefois dans le grand monde. Elle m'a sauté au cou. « Tonio, tu es l'homme le plus délicat du monde. » De si doux souvenirs l'émeuvent, et ses yeux se mouillent. Ses collègues le félicitent. Ce Tonio, il a toujours su prendre les femmes. Quel enjôleur ! De sa poche, il sort un porte-cigarette en argent massif, orné de ses initiales en or. Un cadeau ? Il a une moue de dédain. « Oui, ce sont mes pupilles qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Je leur ai dit, donnez-moi ce que vous voudrez, un bibelot en or. Elles m'ont apporté ce machin en argent. Christo, je leur revaudrai ça à ces garces. Je vais doubler leurs frais de table et de peignoir. » Monsieur Baptiste, fils de famille. Monsieur Baptiste naquit dans une grande ville du centre. Sa mère, patronne respectée du neuf, ne voulut point, pour faire ses couches, abandonner sa maison. Et les clients, attablés dans la salle commune, furent surpris un soir d'entendre d'aigres miaulements. « C'est le gosse à la patronne », leur expliquèrent les filles. « Il est né cette nuit. » Le commissaire de police, qui vint présenter ses félicitations à l'heureuse mère, la pria de confier sa progéniture à une nourrice. « Non », répondit-elle, « c'est moi qui lui donnerai le sein. J'ai eu le malheur de perdre mon mari, je veux élever mon fils. » Dès qu'elle eut célébré ses relevailles, elle transporta le berceau du petit Baptiste dans un logement qu'elle avait loué, à peu de distance de son établissement, rue du Petit Saint-Loup. Une bonne veillait sur l'enfançon, et la mère, aux heures prescrites par la sage-femme, venait l'allaiter. Parfois, quand Baptiste criait trop fort, la bonne le prenait dans ses bras et l'amenait au grand neuf. La mère dégrafait son corsage, et les filles contemplaient avec attendrissement ce familial tableau. Baptiste grandit et fut un médiocre écolier. Les spectacles de la rue le sollicitaient plus vivement que ses devoirs et ses leçons. Spectacles pittoresques et colorés qui excitaient son imagination enfantine et pour lesquels, sans regret, il abandonnait ses images d'Épinal et ses livres de morale ou d'instruction civique. Les conscrits, surtout, lui paraissaient admirables. Groupés devant la maison maternelle, de tous leurs clairons et de tous leurs tambours, ils donnaient aux filles des aubades ou des sérénades. Baptiste, sournoisement, arrachait à une cocarde un long ruban, comme on tire un crin de la queue touffue d'un cheval. Puis les immenses drapeaux à franges d'or scintillaient pour passer sous la porte basse, et l'enfant, à la faveur du tumulte, se glissait dans le couloir, humait les parfums, montait l'escalier à petits pas, silencieux, et allait coller son œil ou son oreille au trou d'une serrure. Quand sa mère l'apercevait, elle le mettait dehors en le cajolant. « Il m'aime tellement cet enfant-là, disait-elle aux voisins, qu'il est toujours fourré dans mes jupes. Mais je ne veux pas qu'il vienne à la maison, faut respecter l'innocence. » À 12 ans, il fut admis qu'il était en âge de comprendre la vie. On renvoya la bonne et Baptiste prit ses repas à la table des femmes. Sorti de l'école, il refusa d'entrer en apprentissage. Il se savait riche et dédaignait les métiers manuels. Mais il ne se galvaudait jamais avec les mauvais garçons de la ville. Il allait à la pêche, se promenait et, le soir, assis sur une chaise de paille, à côté de sa mère et de la sous-maîtresse, lançait de joyeux appels aux soldats. « Hé, militaire, entrez donc boire un boc avec les dames !» C'était un jeune homme rangé et qui faisait le bonheur de sa mère. À 20 ans, il était gras et lourd. « Tout le portrait de mon pauvre mari !» disait-elle avec orgueil. Quand Baptiste revint du régiment, il s'éprit d'une jolie blanchisseuse que ses camarades d'atelier avaient choisie pour reine. Dans le cortège de la mi-carême, il l'aperçut, trônant au faîte d'un char, le front ceint d'une tiare en coton doré. Il rentra chez lui bouleversé. « Maman, je veux épouser la reine. »« Tu deviens fou, mon garçon. »« La reine des blanchisseuses, maman. »« La petite Amélie, une bonne ouvrière, ma foi. C'est elle qui tuyote mes bonnets. » Fille de paysan,
La patronne du Grand Neuf avait conservé des mœurs rustiques et simples. Elle dédaignait les modes de la ville et s'habillait comme une modeste fermière. Les parents d'Amélie s'empressèrent d'accorder à Monsieur Baptiste, qui était un joli parti, la main de la reine des blanchisseuses. Ce fut un mariage carillonné. Le lendemain des noces, Baptiste disait à sa mère « Chère maman, tu vas pouvoir te reposer, la maison est un lourd fardeau pour toi. » Mais la vieille faisait la sourde oreille. Elle aimait sa profession et ne se pressait pas d'abdiquer en faveur de sa bru. Avec astuce, Baptiste fit une autre proposition. « Cède-nous la tolérance, tu resteras avec nous et, comme par le passé, tu dirigeras la maison. Qu'est-ce que tu crains? Le bail de l'immeuble est toujours à ton nom. Si tu ne t'entendais pas avec Amélie, tu pourrais nous renvoyer à ta guise. » La veuve finit par céder. Mais M. Baptiste, dès que sa femme fut investie par l'autorité municipale de tous les droits de maîtresse de maison, pria poliment sa bonne mère de se mettre en quête d'un autre gîte. « On te servira une bonne petite rente, sois tranquille, mais il vaut mieux que tu t'en ailles. Amélie est une ancienne reine, elle a un caractère altier. Fais-toi une raison, maman. » Elle s'insurgea. « C'est toi qui vas partir, mauvais garnement, avec ta reine de carnaval. » Elle assigna Baptiste devant le tribunal civil, qui rendit le jugement que voici. La cause, appelée à tour de rôle les parties oui par leurs avocats et avouée en audience publique, et oui en ses conclusions verbales monsieur le procureur de la République, le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi en chambre du Conseil, rapportant son délibéré en audience publique. Attendu que la dame Rosalie R., veuve V., invoquant les termes d'un bail qui lui a été consenti, demande que son fils soit tenu de déguerpir de la maison qu'il occupe d'après elle indûment. Mais attendu que le bail produit par la demanderesse est dépourvu de toute force et ne peut être produit en justice comme relatant des conventions contraires aux bonnes mœurs, attendu en effet qu'il n'est pas contestable que la veuve V n'a loué cet immeuble qu'afin d'y exploiter un établissement de prostitution dont sa bru est aujourd'hui titulaire, que toute convention relative à ce commerce honteux est entachée de nullité absolue, et que cette nullité n'est en rien couverte par les décisions de l'administration qui n'intervient en pareil cas qu'afin d'exercer une réglementation et une surveillance nécessaires. Attendu que la veuve V, dépourvue de tout titre valable, ne peut obtenir de justice l'expulsion qu'elle sollicite. Par ces motifs, déclare la veuve V, mal fondée dans sa demande, l'en déboute et la condamne en tous les dépens dont distraction au profit de maître G, avoué, qui a affirmé à la barre en avoir fait l'avance de ses deniers personnels. Monsieur Baptiste fut assez grand pour ne pas abuser de sa victoire. Il installa sa mère dans le petit logement où il avait passé son enfance. Et Amélie continua de tuyauter et de gaufrer avec art les bonnets blancs de la vieille dame qui la payait d'utiles conseils. De cette heureuse union naquit une jolie petite fille que la grand-mère se chargea d'élever. 20 ans ont passé, la veuve V est morte. Elle a eu un enterrement de 3e classe fort décent. Monsieur Baptiste a été bon époux, bon père, bon patron. Et l'ancienne reine des blanchisseuses, accorte et plaisante, a fait prospérer le Grand Neuf. Leur fille a épousé un commis voyageur dissert et actif. Le jeune ménage brûle du désir de s'installer dans la maison avec tous les droits et les prérogatives que confère le brevet municipal. Mais Monsieur Baptiste et Madame Amélie veulent travailler encore. « Voyons, beau-père, décidez-vous, fait le gendre. Vous resterez avec nous. »« On dit ça, et puis quand l'affaire est faite, on renvoie les vieux, » répond Monsieur Baptiste en souriant. Et il ajoute d'une voix émue. « Quand je serai grand-père, quand j'aurai un beau petit-fils ou une belle petite fille à dorloter, à soigner, alors, je te le promets, je te cède la maison. Dépêche-toi, mon gars. » L'ascension de Maurice le Sauveteur. Maurice exerçait les humbles fonctions de garçon de salle au Château des Fleurs, rue des Patriotes à Saint-Quentin. Joli garçon, souple et vif, il était aimé des filles qui lui disaient « Pourquoi travailles-tu, Maurice? Au lieu de servir des bocs et de balayer l'estaminet, tu pourrais faire ton monsieur à Paris. » Maurice leur répondait « Le milieu, je l'ai connu, beaucoup de risques et peu d'affures. Ici, je suis peinard. J'ai la matérielle et vous me faites les yeux doux. Je ne demande rien de plus, je ne suis pas ambitieux. Dans une dizaine d'années, quand j'aurai quelques économies, je prendrai une petite tôle en gérance. » Content de peu, Maurice savait borner ses désirs. Une nuit, un incendie faillit embraser le Château des Fleurs. Déjà, les flammes léchaient un petit hangar attenant à l'immeuble. « Maurice !» s'écriait le patron. « Le château va flamber comme une allumette. Il y a 50 bidons d'essence sous le hangar et je suis pas assuré. » Maurice se précipita dans le brasier. En quelques minutes, il réussit à jeter par-dessus les murs tous les bidons d'essence. Quand les pompiers arrivèrent, tout danger était conjuré, mais le garçon de salle avait les cheveux roussis. « V'là mon sauveteur !» criait le patron. « Il a droit à une médaille. On donne la Légion d'honneur à des niairs qu'on en moins fait que lui. » D'un geste de la main, Maurice semblait écarter les louanges comme on chasse les mouches importunes. « Mais non, patron, je ne peux pas de médaille. Donnez-moi un bon verre de vin, ça me rafraîchira car j'ai un peu chaud. » Le patron, tout à la joie de voir son beau château intact, fut saisi d'un de ces subits accès de générosité qui vous montent à la tête comme une fièvre chaude et vous laisse, le transport tombé, plein d'amertume et de regret. «
Ah, c'est comme ça, tu ne veux pas la médaille? Eh bien, j'ai une autre maison à Vitry-le-François, rue Sainte-Mange, je te la donne. Messieurs les pompiers, vous êtes témoins, je fais de mon garçon de salle un taulier. » Et dans la cour du château des Fleurs, parmi la fumée qui montait encore des décombres mouillés, Maurice fut sacré patron devant la phalange des sapeurs-pompiers de Saint-Quentin. Tel jadis, après de valeureuses prouesses, un jeune page était armé chevalier. Maurice se maria et s'installa rue Sainte-Mange, à Vitry-le-François. Un an plus tard, il achetait l'Idéal, rue de la Charrière à Chalon-sur-Marne, confiait cette maison à un gérant et au bout de 6 mois la revendait avec 50 000 francs de bénéfices. Il apprit alors que le patron des Belles Japonaises, rue de Tracy à Paris, songeait à se retirer des affaires. Il lui offrit 250 000 francs comptant et le marché fut conclu au mois de mai 1922. Aujourd'hui, l'ancien garçon de salle possède une splendide villa au bord de la Marne et il a refusé de donner pour 600 000 francs ses Belles Japonaises. À 32 ans, il a pris la place dans le haut patronat et ses collègues, qui connaissent l'origine de sa fortune, l'appellent Maurice le Sauveur. Cette histoire, parfaitement morale, méritait bien une brève mention. Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre qui portera sur les placeurs.